Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Ahmad Laïachi, directeur des partenariats de l'École centrale Casablanca. Merci d'être parmi nous aujourd'hui pour les deuxièmes UNEXT Conversation de ce Ramadan. Nous allons passer ensemble un peu moins d'une heure pour parler d'un concept que nous retrouvons de plus en plus dans les enjeux, les objectifs, voire les valeurs de nos entreprises marocaines et plus largement africaines. Il s'agit j'ai envie de dire, de la fameuse excellence opérationnelle, avec un focus aujourd'hui sur le Lean Six Sigma. Le choix de cette thématique n'est pas anodin pour nous, puisque Centrale est aujourd'hui considérée comme une référence sur le sujet à travers ses laboratoires de recherche, et notamment le LGI, c'est le laboratoire de génie industriel à Centrale Supélec à Paris, mais aussi à travers les enseignements proposés dans le cadre de la formation d'ingénieurs, en particulier dans les options. Et puis enfin, Centrale a formé durant les 15 dernières années des milliers de professionnels en Europe et en Afrique sur des thématiques en lien avec l'excellence opérationnelle. Ainsi, si vous me le permettez, l'économie marocaine se transforme en profondeur sous l'effet de deux tendances principales et de fond: l'internationalisation de ces entreprises et le développement d'écosystèmes industriels de standards internationaux. Je citerai l'automobile, l'aéronautique, la monétique, la chimie, et puis aussi le portuaire, etc., j'ai envie de dire. Cette transformation fait émerger de nouveaux métiers, et ouvre des perspectives à des opportunités pour les professionnels, mais aussi pour les entreprises, pour s'organiser davantage et répondre au mieux aux attentes de leurs clients. Ces nouveaux métiers se situent notamment dans le domaine des opérations. Je citerai la production, la supply chain, la qualité, le lean et peut-être, et pourquoi pas, les systèmes d'information, etc. Aussi, pour créer ou optimiser leur valeur ajoutée, les entreprises doivent constamment améliorer leur performance en impliquant les équipes à tous les niveaux et en accompagnant le management. L'excellence opérationnelle semble être une nécessité aujourd'hui. Réussir le parcours vers l'excellence opérationnelle n'est pas seulement une question d'outils et de démarches, c'est aussi une question de mise en mouvement des hommes et des femmes, de transformation de l'organisation et d'évolution culturelle. Un véritable challenge managérial pour notre pays et pour notre continent. C'est de cela que nous allons débattre avec deux experts en la matière. Je cite Leila Sabrizmahi et professeur Fouad Rienne, que je remercie chaleureusement d'être avec nous aujourd'hui. Permettez-moi de prendre encore 2 minutes pour vous les présenter et ensuite nous passons aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Professeur Fouad Rienne est à l'École centrale Casablanca depuis 6 ans. Il y dirige la recherche et il est responsable des enseignements excellence opérationnelle. Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État de l'École Mohammedia des ingénieurs, d'un doctorat en sciences de gestion de l'Université catholique Louvain de Mons en Belgique et d'une habilitation à diriger les recherches de l'Université Blaise Pascal en France. Il est par ailleurs certifié Lean Six Sigma Master Black Belt. Fouad a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de la recherche en gestion des opérations, supply chain, management, Lean Six Sigma, innovation, Creative Problem Solving et animation de workshops en Design Thinking. Il dirige plusieurs programmes de recherche et il a à son actif un grand nombre de publications. Il est membre de plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et à l'étranger, dont le laboratoire LGI que je vous ai cité en introduction. Il a collaboré avec plusieurs entreprises au Maroc et à l'international sur des thématiques très diverses, notamment sur la logistique des produits pharmaceutiques et la planification des blocs opératoires, mais aussi l'intégration des décisions de planification de production et de transport dans le cadre d'entreprises multisites, et j'en passe. Il a formé et certifié des centaines d'apprenants en design thinking, en lean management, aide à la décision et en supply chain dans le cadre de formations inter- ou intra-entreprises au Maroc, mais aussi à l'international. Leila Sabrizmahi est centralienne, donc ça nous fait plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est diplômée de Centrale Marseille en 2005. Après son diplôme d'ingénieur, elle suivra 2 formations complémentaires. L'une à Euromède Marseille, et c'était un master en management de l'innovation et entrepreneuriat.
puis un master recherche, spécialité mécanique expérimentale et procédés de fabrication à l'ENSAM, donc l'École nationale supérieure des arts et métiers. À la suite de quoi elle s'inscrit en thèse à l'École doctorale des arts et métiers Paris-Tech. Sa thèse de doctorat portant sur le développement d'une nouvelle méthodologie de contrôle de la qualité des surfaces afin d'optimiser le procédé de rodage. Ne me demandez pas ce que ça veut dire tout ça, mais elle nous expliquera bien mieux que moi. En parallèle, elle entame une carrière en France dans l'industrie automobile chez Renault, au sein de la direction ingénierie et process. Elle y grimpe les échelons pour occuper en 2014 le poste de chef de projet industriel au sein de la direction ingénierie de production mécanique. En 2015, après 8 ans chez Renault, elle est recrutée chez Safran en tant que chef de projet d'industrialisation programme transmission de puissance militaire sur l'avion Rafale, puis responsable de flux de production des programmes Rolls-Royce. Elle décide de revenir au Maroc en 2017, toujours chez Safran, pour être responsable de gestion de production et développement de la performance. Et enfin, elle rejoint fin 2018 le projet PSA au Maroc, qui est devenu Stellantis, où elle occupe le poste d'ingénieur-chef dit série famille moteur essence. Toutes mes excuses si j'ai été long, mais j'ai voulu être le moins exhaustif possible et vous présenter nos invités. Passons aux choses sérieuses. Là, avant tout, juste une petite remarque pour tous. Si vous avez des questions et on serait très heureux que vous participiez avec nous, que vous enrichissiez le débat, vous avez l'onglet chat, chatter qui est sur votre droite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les poserai au fur et à mesure ou en fin de session. Donc, c'est du coup, Ed. Oui. Je pose la question et de manière vraiment directe. Qu'entendons-nous par excellence opérationnelle selon toi? Parce que j'ai l'impression que chacun y va de sa définition. Pour toi, qu'est-ce que c'est que l'excellence opérationnelle? Merci Omar, c'est avec plaisir que je me retrouve avec Leïla et avec toi et avec l'ensemble des auditeurs pour discuter de ce sujet on ne peut plus brûlant d'actualité, particulièrement dans un contexte de crise. Et Dieu seul sait si les situations de crise n'appellent pas nécessairement une volonté des entreprises de s'engager dans une démarche d'excellence opérationnelle. Alors effectivement, tu as raison, il y a plusieurs définitions selon probablement les auteurs. Celle que moi je retiens pour définir ce que c'est que l'excellence opérationnelle, c'est la capacité d'une organisation ou d'une entreprise à créer davantage de valeur pour ses clients et ses actionnaires, certes, mais également pour ses collaborateurs et ses partenaires dont l'objectif d'améliorer durablement sa compétitivité. Donc, une entreprise qui s'inscrit dans une démarche d'excellence opérationnelle, c'est une entreprise qui va avoir une culture d'entreprise, une philosophie de gestion qui va essentiellement viser la réduction des gaspillages, mais pas que, en tant que ça en soi, mais pour pouvoir créer davantage de valeur et créer davantage d'opportunités. Donc, voilà un peu une définition de ce que peut être l'excellence opérationnelle. Alors, il y a un ensemble d'éléments qui définissent, si on peut parler de caractéristiques ou d'ADN de ce que c'est que l'excellence opérationnelle. On va viser à ce que tout d'abord un client soit comblé. Donc, la finalité principale, c'est de satisfaire le client en ayant une volonté d'engager une progression permanente et traquer les gaspillages. Cela suppose une vision, une ambition de l'entreprise, une vision partagée et un management aligné. Et tout cela doit être basé sur la valorisation de l'homme, du collaborateur, parce que finalement, c'est l'opérateur, c'est le collaborateur qui va pouvoir réaliser ces exigences de l'excellence opérationnelle. Et ça ne doit pas s'arrêter au niveau de l'entreprise, cela doit pouvoir être étendu à la fois aux partenaires en amont et en aval. Donc, 5 éléments, si je dois résumer les principes de ce que peut être une philosophie d'excellence opérationnelle. Un complément, Leïla? Oui, enfin, tout d'abord, Omar, merci pour ton invitation. C'est avec plaisir que je participe avec vous aujourd'hui. Alors, essentiellement en étant une ancienne centralienne,
non pas de par ma casquette Stellantis. Donc, tu as bien raison, Fouad, c'est une culture d'entreprise, hein. On peut trouver plusieurs définitions et on n'a qu'à taper sur Google excellence opérationnelle, on aura une panoplie de définitions. Ça prouve que aujourd'hui c'est devenu presque un must-have dans les entreprises, mais c'est surtout une culture d'entreprise, hein. C'est une démarche au quotidien qui est certes animée par l'amélioration de la performance, mais elle devient de plus en plus inscrite dans les ADN des entreprises. Tout ça pourquoi? Pour améliorer la compétitivité et pour se positionner dans des secteurs de plus en plus concurrentiels, hein. Je citerai deux secteurs que je connais le mieux, ce sont l'aéronautique et l'automobile, et ça devient vraiment une démarche d'application au quotidien, pardon, qui fait appel du coup à une organisation permettant d'atteindre cette excellence opérationnelle, hein. Merci Leïla. Moi, personnellement, quand j'entends excellence opérationnelle, ce qui me vient naturellement à l'esprit, c'est Lean Management et Six Sigma. Est-ce que Fouad, tu pourrais nous en dire deux mots sur ces deux concepts? Et puis ensuite nous dire, ou peut-être Leïla nous dira peut-être pourquoi on associe souvent les deux, Lean Management et Six Sigma. Alors, tu as raison, Omar, effectivement, le corpus de ce qu'on retrouve aujourd'hui sous l'appellation excellence opérationnelle a au départ été, selon moi, mais ce n'est que mon avis, peut-être inspiré par l'expérience japonaise autour de l'entreprise Toyota, qui a été un peu le siège du développement de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est le vocabulaire Lean Management. Alors, Lean Management, ça veut dire quoi? C'est une définition d'une organisation, d'un mode de gestion d'une entreprise qui se développe avec le juste nécessaire au niveau des ressources requises. C'est-à-dire que c'est une démarche, une philosophie de gestion qui va, comme je l'ai dit tout à l'heure, viser la création davantage de valeur en chassant au quotidien les gaspillages. Le vocabulaire Lean, le mot Lean n'a pas été inventé par les Japonais, et eux-mêmes qui l'ont mis en pratique. C'est beaucoup plus un certain nombre de consultants américains qui ont trouvé ce qualificatif pour pouvoir caractériser le système de l'entreprise Toyota en question. Et ils ont vu que cela se réduit par un certain nombre de valeurs, un certain nombre de pratiques et un certain nombre de principes. Alors, les valeurs, quand on regarde un peu l'ensemble des organisations, toute entreprise doit satisfaire ses clients et doit savoir la valeur que ses clients viennent chercher chez elle. Donc, la notion de la définition de ce que veut le client est quelque chose de très important et ça doit être présent dans le mindset de l'entreprise. Alors, cette valeur recherchée par le client est créée par un ensemble de processus. Ces processus doivent être maîtrisés, doivent être optimisés de manière à pouvoir travailler au même rythme que le besoin client et on doit s'inscrire dans la logique de l'amélioration continue. Ce sont là les 5 valeurs du Lean. Il se pratique par 5 pratiques. Tout d'abord, le challenge, il faut se challenger, il faut se donner des défis au quotidien. Il faut aller sur le terrain parce que c'est sur le terrain où les problèmes se posent et c'est sur le terrain que les problèmes doivent être résolus. Ça doit être inscrit dans une démarche d'amélioration continue qu'on appelle le Kaizen et il ne peut être réalisé que dans le cadre d'un travail de groupe sur le respect des apports des uns et des autres. Voilà ce que je dirais pour pouvoir un peu définir le lean management. J'ai 5 autres principes, mais probablement que je les aborderai tout à l'heure pour pouvoir caractériser vraiment la pensée lean. Est-ce que là, tu n'as défini que le lean management ou tu as empiété aussi sur le Six Sigma? Alors, le Six Sigma est une démarche un peu plus rigoureuse, scientifiquement basée sur l'analyse de la variabilité, la maîtrise de la variabilité par une approche statistique qui, elle, a été développée par l'automobile, par Motorola, et qui a été un peu vulgarisé par l'entreprise américaine General Electric, et qui vient répondre à un volet qui est le pilier de la qualité que l'on va retrouver aussi dans le Lean. C'est pour cela que l'association des deux trouve aujourd'hui pas mal de logique dans les pratiques de l'entreprise, des organisations aujourd'hui qui sont en quête d'excellence opérationnelle. Et du coup, toi, Leïla, écoute, j'adhère. Alors,
En complément de ce que vient d'expliquer Fouad, hein, au quotidien, on pourra dire que on est tous orientés vers l'excellence opérationnelle, hein, pour les raisons précédentes qu'on a citées. Maintenant, on se dit comment y arriver. C'est par du lean management et une méthode scientifique du coup qui fait que aujourd'hui on fait le raccourci, on met le Lean Six Sigma, c'est qu'on utilise le Six Sigma pour dire le Six Sigma, on est aujourd'hui sur la réduction de la variabilité et avec le Lean Management, on est là pour venir complètement supprimer les gaspillages et avoir une démarche beaucoup plus globale qui elle, regroupe d'autres outils qu'a cité Fouad. Hein. Il y a le Kaizen, le QRQC, alors on peut y aller, hein, les Muda, les Gamba Walk, and so on. Hein. Si on a vraiment à le résumer et à le dévulgariser, au quotidien en entreprise, on doit au quotidien atteindre nos objectifs fixés par le plan stratégique des entreprises. On doit être au bon niveau de performance via l'excellence opérationnelle. Comment y arriver? C'est via le Lean Management et un des outils, c'est le Six Sigma. Okay. Si on veut le faire en entonnoir. Si je me permets, on a juste un élément, parce que je trouve que cette référence à la performance, quelque chose de très important, ça permettrait probablement de faciliter la compréhension des concepts. En réalité, une entreprise est performante à partir du moment où elle atteint les objectifs qu'elle s'est fixés. Quand on a dit ça, on a en réalité abordé une facette de la performance qui est la dimension de l'efficacité, hein, avec une dimension qualité qu'on produit bien des résultats que l'on souhaite. Il y a une deuxième dimension qui est très importante, qui est l'efficience, dans le sens où on se pose la question sur les ressources que l'on a consommées pour atteindre des résultats espérés. Et donc là, on rentre dans une démarche d'amélioration, d'optimisation, et c'est là où le Lean trouve son intérêt. Donc on a un côté le Six Sigma qui est plus la qualité, et on a le Lean qui est beaucoup plus sur l'optimisation des ressources. Et puis, il y a une troisième facette qui est tout aussi importante, qui est la notion de pertinence, c'est-à-dire l'adéquation des objectifs par rapport aux ressources. Et là, on est dans une logique d'amélioration continue et le challenge dont je parlais tout à l'heure. Parce que c'est une dynamique qui ne s'arrête pas. L'excellence opérationnelle n'est pas une fin en soi, c'est un voyage. Et donc, on est inscrit dans une logique d'amélioration continue et sans fin. Voilà, je voulais juste apporter ces éléments. Et merci Leïla d'avoir évoqué cette notion de performance. Ça permet de clarifier les choses. Il y a une question aussi qui me vient à l'esprit, qui revient avec des amis, un petit peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est que tout le monde, ou pas tout le monde, mais beaucoup croient que le Lean Six Sigma est plutôt, ou quand on parle d'excellence opérationnelle de manière plus large, c'est quelque chose qui est plutôt adressé à des grandes entreprises, à un type d'entreprise particulière dans l'industrie. Vous en pensez quoi? Fouad, tu en penses quoi? Est-ce que tous les secteurs peuvent être adressés? Est-ce que tout type d'entreprise et de toute taille peuvent être concernés par ces approches-là? Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des 5 valeurs de Lean, c'est-à-dire le client au centre, le processus qui crée la valeur que vient chercher le client, est-ce que ces processus sont identifiés, optimisés, etc. Quand je dis ça, vous pouvez réfléchir à n'importe quelle entreprise. Je vais prendre un exemple. J'appelle, alors c'est peut-être pas le bon exemple vu le Ramadan, mais imagine qu'on appelle pour pouvoir commander une pizza. Donc, ce qui m'intéresse en tant que client, c'est que le temps que va mettre l'organisation d'entreprise pour pouvoir prendre ma commande et livrer la bonne commande, la bonne pizza avec la bonne garniture, dans les bonnes conditions de consommation, c'est-à-dire une pizza chaude à la bonne heure. Imaginons qu'on n'était pas en Ramadan et que je commande maintenant pour pouvoir manger à la Si je suis livré avant, elle ne va pas servir parce qu'elle va refroidir au moment où je vais la consommer. Et si je suis livré plus tard, ça va tout simplement être perturbant par rapport à mon organigramme. Donc, quand je vois une organisation comme ça, ce qui m'intéresse moi en tant que client par rapport à un besoin exprimé, c'est le processus ou les processus que va dérouler l'entreprise pour pouvoir me satisfaire. Ces processus sont généralement victimes de gaspillage, des pertes de temps, des pertes de ressources, des attentes, etc., sont victimes de variabilité parce qu'il y a de la variabilité. Parfois, dans les pizzas, c'est pas la même garniture, c'est pas le même goût, c'est pas la même, etc. Et puis, parfois aussi, ces processus sont victimes de ce qu'on appelle la rigidité. Quand j'ai dit ça, vous pouvez exposer cela ou explorer cela pour pouvoir le ramener dans un
environnement d'entreprise bancaire, assurance, industrie minière, industrie automobile, industrie pharmaceutique, dans l'éducation, ça reste valable. Et donc, du coup, dès qu'on a un résultat recherché par un client, on a un processus de créer. Chaque fois qu'on a un processus, on a des sources, enfin, des problèmes de gaspillage, de variabilité, de rigidité. Et si on a un problème dans l'esprit, l'état d'esprit Lean, on a une opportunité d'amélioration. Et donc, on peut appliquer les démarches, les outils, etc. Donc, pour moi, c'est large d'application, indépendamment du secteur d'activité ni de la taille. Tu confirmes, Leïla, j'imagine, même si toi, tu viens plutôt de l'industrie, et de l'industrie lourde plutôt. Tout à fait, Omar. Je ne peux que confirmer, mais étant donné qu'on dit que c'est un état d'esprit, c'est une culture d'entreprise et c'est une démarche aujourd'hui qui a fait ses preuves, on le voit de plus en plus dans d'autres entreprises, notamment on parle aujourd'hui dans le lean management dans les entreprises de services, on le voit dans les différents consortiums. Souvent on pense au lean management, au lean Six Sigma, uniquement au lean manufacturing. Mais tu vois bien aujourd'hui des banques, des assurances, des entreprises de distribution, de logistique qui sont en train de déployer ces méthodologies dans leur structure. Essentiellement pour ce que l'on a dit précédemment, parce que c'est une démarche aujourd'hui qui est centrée sur le client et qui permet d'améliorer la performance de l'entreprise. Ouais, non, je confirme. Nous qui sommes en contact avec les entreprises, effectivement, on a des entreprises de tous bords qui viennent nous par rapport à cette thématique-là. J'espère ne pas être redondant si je repose cette question, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Quid de ce que pourrait apporter le lean aux entreprises marocaines, voire africaines? J'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous manque dans notre écosystème pour pouvoir passer un cap sur ces thématiques-là? Fouad, est-ce que je suis clair dans ma question? Est-ce que ta question, c'est en termes de prérequis, ce qu'il faudrait pour pouvoir un peu déployer des approches Lean? C'est ça la question? Non, pas nécessairement prérequis, mais c'est-à-dire que qu'est-ce que la démarche peut concrètement apporter à nos entreprises qui sont aujourd'hui sur des marchés internationaux très concurrencés, qui doivent passer un cap dans leur qualité, dans leur production, dans leur management, et j'en passe. Qu'est-ce que le Lean Six Sigma en particulier pourrait apporter à nos entreprises? Alors, tu veux que je commence? Si tu veux bien. Alors, je vais commencer, je ne sais pas si Leïla va être d'accord avec moi, mais je dirais que si une entreprise s'inscrit dans cette réflexion-là, tout d'abord, il faut qu'elle le fasse à long terme. Ce n'est pas quelque chose que l'on initie à travers quelques projets pour dire ça y est, on est dans l'état d'esprit Lean. Leïla tout à l'heure parlait de culture, et culture, ça se construit sur plusieurs années, sur une stratégie long-termiste, et pour cela, il faut une ambition, il faut que le management de l'organisation soit porteur d'une ambition qui doit être partagée par une vision communiquée à l'ensemble des acteurs. Alors, ce type de projet permet justement l'occasion de faire une espèce d'introspection sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est, sur ce qu'on appelle des facteurs de compétition, de compétitivité, et puis de mettre en exergue par rapport à ce qu'attendent les clients, les facteurs clés de succès. Et à partir de ce moment-là, toute entreprise qui cherche à assurer sa compétitivité de façon durable, trouverait dans ce type de réflexion une opportunité de pouvoir un peu, je vais utiliser un mot fort, nettoyer un peu ces processus de manière à pouvoir un peu les dégraisser pour aller chercher de la croissance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Lean, la finalité, c'est de pouvoir un peu dégager davantage de ressources pour pouvoir développer davantage, créer davantage de valeur. Donc, ça peut apporter de la méthode, ça peut apporter des opportunités de réflexion, d'introspection. Ça amène aussi des standards par rapport à des benchmarks parce que ce qui existe, parce qu'aujourd'hui, le système dont je vous parlais tout à l'heure, qui était imaginé par des ingénieurs et designé par des architectes japonais comme Toyota, aujourd'hui, on va le trouver. Alors, ils ont développé ce qu'on appelle le Toyota Production System, le TPS, mais aujourd'hui, toutes les entreprises ont leur TPS décliné selon leurs principes internes, parce qu'ils s'approprient la méthodologie.
Mais vous allez voir les grandes valeurs. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais des 5 principes. C'est quoi? C'est développer la subsidiarité de manière à pouvoir capaciter les acteurs qui soient capables de résoudre les problèmes. C'est très important, le principe de subsidiarité. Pour cela, il faut un principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'il faut de la formation, il faut des méthodologies, des outils appropriés aux problèmes que l'on veut résoudre. Un troisième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la suppléance, c'est-à-dire en tant que manager, on doit être capable, quand le problème dépasse les enjeux des opérateurs, de leur venir en aide, pas nécessairement en amenant la solution, mais en amenant l'expertise collégiale pour pouvoir un peu trouver la solution. Et effectivement, le quatrième principe, c'est l'intelligence collective, essentiellement interne, pas uniquement venant de l'extérieur, mais essentiellement interne. Et tout cela doit se faire dans le cadre qui favorise le développement de l'humain. Ça, c'est le cinquième principe. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir ancrer ces éléments au sein de la culture d'une entreprise. Merci. Ça peut paraître difficile pour une petite entreprise parce que ça nécessite des ressources, ça nécessite des visions. Mais probablement, il y a des gens qui accompagnent les pays là-dessus. Merci, Fouad. Leïla, toi qui as travaillé des deux côtés de la Méditerranée, qu'est-ce qui, pour toi, dans ce contexte-là d'excellence opérationnelle, est-ce qu'il y a des choses qui nous manquent peut-être ici, ou là peut-être qu'on a des choses, je ne sais pas, de par ton expérience à toi? Alors, écoute, tout à l'heure, j'entendais Fouad parler. En fait, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a besoin de ce type de méthode. Tu trouveras que très rarement une entreprise qui te dira, voilà, je ne veux pas embarquer tout ce que l'on vient de dire. La difficulté, c'est que, comme on dit, c'est une démarche à long terme. Donc, il va falloir que ça commence par le commencement, c'est-à-dire la formation. Donc, une entreprise, elle est formée par des femmes et des hommes qui eux, proviennent de différents niveaux de formation. Ça peut, enfin, je parle d'opérateurs, de techniciens, de cadres et de top managers. Et je parle aussi pour les plus jeunes, c'est que il faut aussi qu'on ait dans nos structures de formation au Maroc ces démarches lean qui sont ancrées dans les programmes pédagogiques. Je donne un exemple, hein, donc justement de par mon expérience précédente du coup de l'autre côté de la Méditerranée, déjà en école, on était sensibilisés à ce que sont les méthodes de résolution de problèmes, à ce que c'est. Alors, c'était de grands mots pour nous qu'on appliquait que dans des TP, mais on était très vite impliqués dans des cas de situation d'entreprise pour justement commencer à développer cette culture d'amélioration continue, la culture du résultat, l'orientation vers la performance, l'orientation vers des démarches qui permettent d'améliorer notre rentabilité. Et la formation passe par cela, que ce soit la formation initiale ou la formation continue. Et je pense sincèrement qu'au Maroc, on aidera beaucoup nos entreprises locales et même les worldwide installés au Maroc en accompagnant leurs futurs collaborateurs ou leurs collaborateurs dans des formations qui sont orientées vers le lead management. Très bien. Ce que j'entends, c'est que tu estimes qu'il y a peut-être un manque de formation sur ces thématiques-là dans nos écoles d'ingénieurs marocaines. Et puis même au cours de la vie des professionnels, les gens ne se forment pas suffisamment à ces thématiques-là. C'est ce que tu... Voilà, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un manque parce que je ne maîtrise pas à 100% ce qui est proposé. Hein. Tu l'as dit, ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi que je suis rentrée au Maroc. Mais tu peux, enfin, aussi cartésienne que je suis, je prends un listing de ce qu'on pourrait proposer dans les programmes pédagogiques et c'est pas au nombre, mais en qualité. Et je le compare à ce que l'on a au Maroc ou en Afrique au sens large. Je pense qu'on
peut encore améliorer ce volet-là et on peut accompagner au quotidien dans le développement de ces démarches-là. Il faut savoir que dans l'entreprise, dans la majorité des plans stratégiques des entreprises, on retrouve l'excellence opérationnelle, on retrouve le lead management. Ça, il n'y a pas débat là-dessus. Maintenant, les entreprises seront aidées avec une transversalité et un paramètre plutôt horizontal qui viennent alimenter ces démarches-là. Et comment le faire? C'est que depuis le début, on forme, que ce soit les jeunes ou les personnes qui souhaitent continuer leur formation, à l'importance de ces méthodos et qu'elles deviennent ancrées dans leur quotidien. Comme je dis, hein, on a différentes citations sur Google et sur les moteurs de recherche, mais voilà, lead management, j'ai un problème, il faut que je réagisse vite, il faut que je sois orienté vers le client, il faut que j'aille protéger le client, que j'aille sécuriser et que je mette en place des actions correctives qui sont dans la durée. Comment? Bah, il y a une panoplie d'outils pour permettre de le faire. Hein. Eh bien, je reste avec toi, Léla. Je te sens bien embarqué là. Je pose la question vraiment à la pratico-praticienne que tu toi qui as déployé donc la méthodologie, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on décide de se lancer dans une démarche d'amélioration continue? Tu as sorti le mot. Et est-ce que pour toi, pour que ce soit une réussite, est-ce qu'il y a des prérequis? Alors, les pièges, je vais certainement pas être exhaustive, mais ceux qui me viennent très vite et qui reviennent souvent dans les différents chantiers terrain que j'ai déjà vus dans le passé, quand on s'embarque dans une démarche d'amélioration continue, il faut d'abord bien aborder le problème. Hein. Il faut bien se dire vers où on veut aller. Il faut donner ce qu'on appelle le cap. Il faut donner l'objectif. Et plus on est clair sur l'objectif, plus on a cerné notre périmètre, plus on a bordé notre problématique, plus on avance vite et plus on est efficient hein, pour revenir sur ce que disait Fouad, hein, parce que on peut y arriver, mais il faut de l'efficience. Hein, c'est autrement on répond pas aux objectifs entreprises. Et alors une fois qu'on a fixé ce cap-là, il faut réussir à embarquer les gens. Et donc, un des pièges, c'est de vouloir y aller seul. Et crois-moi, c'est l'une des plus grandes difficultés. Hein. C'est comment embarquer l'équipe qui est centrée autour d'un sujet d'amélioration continue, comment elle peut s'approprier le sujet et elle devient actrice. Et c'est là qu'on commence à avoir du résultat parce que fixer soi-même son objectif, y aller tout seul, j'appelle pas ça une démarche amélioration continue. Il faut embarquer les équipes avec jusqu'à voir le résultat. Et alors, un des prérequis pour ça, c'est d'avoir le support du management. Hein, dans le passé, dans toute action que l'on mettait en place, essentiellement en usine, hein, on embarquait avec nous le management et l'entreprise, elle est très attentive à cela. Ça passe par le fait de lier ce que l'on est en train de faire aux objectifs stratégiques de l'entreprise, que ce soit en termes de qualité, hein, coût, satisfaction client ou d'autres. Et ça passe aussi par la valorisation des équipes. Et c'est que comme ça qu'on crée le lien et que les équipes voudront justement assurer la continuité de l'amélioration parce que on valorise leur travail, on valorise le résultat et au final, tout le monde est gagnant dans la démarche. Donc, certainement, j'en ai raté d'autres, mais moi, j'y vois essentiellement ces trois-là. C'est bien fixer le cap, y aller en équipe et donner le sens en embarquant le management avec nous. Merci beaucoup, Leïla. Très, très, très clair. Fouad, un complément par rapport à ce que vient de dire Leïla?
Non, je crois que Leïla a bien couvert les éléments. Ça rejoint un peu les 5 principes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, si on veut bien réussir, il faut que cette démarche-là soit portée effectivement par le management, qu'elle soit corresponde à une vision, donc on va donner du sens aux actions que l'on est en train de mener. Il n'y a pas plus difficile, surtout quand on est dans une phase de transformation, et le lean est une occasion pour pouvoir transformer les organisations. Un des éléments résultats dans le changement et qui empêche un peu d'embarquer les gens, c'est qu'on ne leur explique pas le pourquoi des choses. Donc, il y a un manque de sens parce qu'il n'y a pas le fait de pouvoir réaligner cela par rapport à la philosophie. La pratique sur le terrain, c'est très important. Le manager doit développer des sens sur le terrain parce que c'est sur le terrain qu'on vous dit que les problèmes se posent et c'est surtout auprès des collaborateurs que les solutions doivent être trouvées. C'est l'occasion de les valoriser. L'entraînement sur ce qu'on appelle l'exercice Kaizen, l'amélioration continue, sur des projets bien ciblés, de crédibilité, ça permet aussi de donner l'occasion de nous tromper. Et l'apprentissage par l'erreur est tout aussi formateur que les autres. Et il ne faut pas nécessairement viser la rapidité de la réussite et sanctionner l'erreur. Non, au contraire, l'erreur est une bonne opportunité pour pouvoir apprendre. Il faut surtout croire que c'est quelque chose de facile. Parce que si c'était facile, tout le monde aurait fait. Il faut surtout croire, ne pas croire que c'est une question d'outils. Il suffit de développer des projets. C'est une question. C'est un mindset qu'il faut changer. Et pour pouvoir changer, pouvoir un peu réussir cette transformation, il faut certes des projets d'amélioration continue, de maîtrise de variabilité autour de projets bien spécifiques pour avoir un système opérationnel qui est performant. Il faut à côté de cela, c'est parce qu'il faut un système humain pour la valorisation, la capacitation, la formation des acteurs. Il ne faut pas juste les lancer comme ça sans les outiller nécessairement et les valoriser. Mais malgré cela, ce n'est pas suffisant. Il faut un troisième système qui est le système managérial. Il faut que le management incarne le changement qu'il faut voir. Et il faut qu'il donne l'exemple et qu'il explique pour pouvoir apporter la confiance. Et généralement, les gens qui ratent leur transformation, leur projet d'excellence opérationnelle, parce qu'ils focalisent essentiellement sur les systèmes physiques, les systèmes de processus, et ils oublient les deux B. Je vais aller un peu à contresens parce que beaucoup de gens, tu as parlé des outils, ils cherchaient des outils. Même si j'ai entendu que le lean, que l'excellence opérationnelle, c'est avant tout une philosophie et une volonté globale, j'ai envie de dire, pas nécessairement que des outils. Et la question est ouverte aux deux. Et de manière concrète, quels sont les outils que la Six Sigma peut mettre à disposition de ses utilisateurs pour travailler de manière optimale voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a des outils clairs, nets et précis pour cela? Tu peux y aller, Fouad. Hein. Je pense que, franchement, en termes d'outils, on a une valise à outils qui est très importante. Maintenant, il faut aller savoir chercher. Et c'est ce qu'apporte la transversalité du Lean, savoir lequel des outils aller chercher. On a parlé des industries lourdes. En aéronautique comme en automobile, on va retrouver des outils qui reviennent en permanence. Hein. Et alors, on peut y aller avec. Hein. Tu vas trouver le management visuel avec le 5S, avec les VSM. C'est peut-être des termes un petit peu savants, mais ils tournent tous autour de la simplification, de la recherche d'efficience, de l'orientation vers la satisfaction client et l'orientation vers le résultat. Moi, il y en a un qui m'est pour moi très important et du coup très transversal, qui en regroupe une bonne partie, c'est le QRQC. Donc Quick Response Quality Change. Pourquoi? Parce que c'est un état d'esprit qui fait que on est au plus proche
proche, alors on pense très vite au défaut, on est au plus proche du terrain où se passe l'action. J'ai un problème qui soit, je sais pas, sur un avion, sur une voiture, sur une ligne de production, en maintenance ou autre. On est au plus proche on est au plus proche du défaut. On est tous mobilisés en équipe là-dessus. On décrit bien son problème, donc on y va avec du concret. Et ça fait appel à un autre des outils, c'est le 5 pourquoi. Donc dans la description de mon problème, je vais aller chercher des causes racines. Comment chercher des causes racines? Je vais utiliser de l'Ishikawa, je vais utiliser du 5 pourquoi, and so on. Je vais essayer de protéger mon client très vite par une palliative, par une action, une mesure corrective, que ce soit du containment ou que ce soit du contrôle supplémentaire ou une évolution process rapide. Et ensuite, je vais essayer de travailler sur un plan d'action qui m'amène une action corrective dans le temps. Et ensuite, un point pourquoi cet outil-là m'est très cher, je capitalise justement sur ce que j'ai fait pour ne pas à reproduire le défaut une autre fois. Ça peut paraître lourd, hein, mais ce sont des boucles courtes qui sont aujourd'hui, qui sont bien déployées, qui sont bien ancrées. Et je suis désolée de revenir sur la partie formation. C'est que une fois que c'est bien ancré dans les mindsets, une fois que c'est bien enregistré, ça devient un mécanisme naturel. Hein. J'ai pas besoin d'aller chercher dans mon bouquin. Peu importe si j'ai cherché le 5 pourquoi ou l'Ishikawa, le plus important, c'est que le mindset est câblé pour dire je décris bien mon problème, je le caractérise, je protège mon client, je vais sur des actions correctives et je capitalise derrière. C'est vraiment ça hein, pour moi de toutes les expériences, c'est ce que j'en tire. Hein. On a des valises très grandes des outils. On peut même se faire accompagner par des cabinets hein, sur un défaut donné, mais le fond reste le même. C'est que c'est un mindset et qu'il faut il faut être mobilisé autour d'un même objectif. Et alors dans le quotidien, on est amené à y aller vite. Et c'est le travers qui peut venir enfreindre sur cette méthode. Mais quand c'est ancré, pour moi, on peut coupler les deux. Parce que on peut appliquer ces démarches de résolution de problèmes qui par moments peuvent paraître très théoriques, mais quand on en comprend le fond, on les applique au quotidien sans aller chercher dans le bouquin. On peut aller se référer au bouquin ou aux différentes documentations mises à notre disposition, mais on sait où aller chercher et surtout pourquoi on va aller chercher. Très clair, très clair. Voilà. Des fois, un complément, peut-être avec ta casquette parce que peut-être je ne l'ai pas suffisamment dit en introduction, mais tu as accompagné beaucoup d'entreprises aussi dans ces démarches-là. Et peut-être un complément sur s'il y a un outil pour toi qui est indispensable pour démarrer ce processus-là, ce serait lequel pour toi? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. J'aurais probablement un avis similaire à celui de Leïla, dans le sens où, effectivement, l'amélioration continue, qui est un des fondamentaux du management, c'est quoi finalement? C'est la résolution des problèmes. Parce que quand on parle d'amélioration continue, c'est parce qu'on a une situation de performance non satisfaisante que l'on veut améliorer vers une situation satisfaisante, ou plus satisfaisante. Donc, on a un gap en objectif que l'on doit améliorer, donc on est dans une opportunité d'amélioration. Donc, une fois qu'on a dit ça, après, il faut quoi? Il faut tout d'abord un questionnement, parce que ça c'est très important de savoir se poser les bonnes questions dans l'ordre et dans le temps, avec une séquence pertinente, dans ce qu'on appelle la méthodologie, la démarche, il y en a plusieurs, ça peut être le QRQC, ça peut être le PDCA, ça peut être la 8D, ça peut être la DMAIC, si on est sur les 6 sigma. Et cette démarche-là, ces questionnements-là vont amener l'utilisation de quelques outils de résolution de problèmes, QQCP, Pareto pour pouvoir la hiérarchiser, VSR pour pouvoir cartographier, etc. Il faut, et c'est pour cela que la logique de l'amélioration continue est très importante dans la philosophie, c'est comme l'apprentissage du judo, par exemple. Vous apprenez des katas, ce sont des outils, mais ça ne suffit pas. Il faut que vous appreniez l'enchaînement de ces katas.
à travers des démarches. Donc, ce sont fait dans les démarches. Mais ça ne suffit pas. Beaucoup d'entreprises s'arrêtent là. La formation va s'arrêter à cela. C'est les katas et les enchaînements à travers ces études de cas. Ce qu'il faut, c'est la pratique pour pouvoir développer de réflexes. C'est-à-dire, quand vous êtes en situation, savoir est-ce qu'il faut utiliser rapidement les quelques outils pour pouvoir passer à l'action, parce qu'en entreprise, on n'a pas que des problèmes à résoudre, on a des produits à livrer, des clients à satisfaire, et on est pris par le feu d'action. Donc, si on doit tout le temps dire il faut tout arrêter pour se retirer pour résoudre des problèmes, on n'est pas dans la logique. Donc, le réflexe, il vient avec l'entraînement. Maintenant, s'il y a un des outils fondamentaux qu'il faut faire, c'est tout d'abord le 5S, parce que c'est là où vous allez avoir un environnement de travail qui est sécurisé, qui est organisé, bien organisé. Donc, vous ne pouvez pas prétendre être ligne si vous n'avez pas du 5S, si votre atelier ressemble à n'importe quoi, si votre bureau ressemble à n'importe quoi. Et le deuxième outil, pour moi, qui est très important et qui traduit le changement du mindset, c'est le management visuel. C'est-à-dire que vous acceptez de partager vos problèmes. Dans notre culture, ce n'est pas évident. Hein, quand on a un problème, on essaie de le cacher, de le résoudre. Non, ici, on va dire, j'ai un problème, je l'affiche et je suis en train de les résoudre. Ça, c'est le principe de suppléance. Ou au contraire, je n'arrive pas seul, j'ai besoin de l'aide et j'ai besoin de la suppléance des managers. Donc, SMED, 5S, management visuel, et puis une foultitude de Kaizen d'apprendre. Je commencerai par ça avant de pouvoir essayer de dire. Effectivement, le management visuel, et c'est la question qui venait juste après, c'est un outil qui semble être extrêmement puissant. En tout cas, c'est ce qui revient quand on praticien. Mais pourquoi il est tant que ça sur le terrain? Leïla, toi qui est encore une fois sur le terrain, il est si puissant que le management visuel, justement? Complètement, hein, complètement. Et à tous les niveaux, hein, il ne faut pas penser que c'est uniquement pour les parties opérationnelles. Hein. On voit de plus en plus les IOBA avec la digitalisation des entreprises, des tableaux de bord qui sont partagés au top management. Parce que aujourd'hui, une image vaut beaucoup mieux, est enregistrée beaucoup mieux qu'un listing de texte. Hein. Donc, il y a différentes formes de management visuel. Hein. Fouad a parlé du 5S. Dans le 5S, alors je vais aller au plus naturel qui est le rangement au poste. C'est beaucoup plus facile de copier une image que d'avoir une séquence de 10 lignes qui nous explique que sur tel poste, il faut ranger la vis Colette dans le bac rouge, qu'il faut ranger les rebuts dans un autre bac. C'est beaucoup plus simple quand on y va avec de l'image, et encore une fois, ça nous vient des démarches provenant de chez nos amis japonais. Quand on y va par l'image, c'est beaucoup plus simple à déployer, c'est beaucoup plus simple à afficher et beaucoup plus simple à commenter, et surtout beaucoup plus simple à piloter. Dans les IOBA, il est beaucoup plus simple d'afficher un tableau de bord pour dire… Rappelle-nous, c'est quoi les IOBA, s'il te plaît? Les IOBA, alors en fait, OBA, ça veut dire salle virtuelle. Et donc, c'est un outil de management visuel où on affiche aujourd'hui notre tableau de bord. Hein. Donc, c'est une salle virtuelle et le I pour dire qu'elle est informatisée, qu'elle est digitalisée. C'est plus le grand paperboard de 2 mètres qu'on affiche dans une salle. C'est une sorte d'animation sur PC, et donc c'est beaucoup plus simple de dire par exemple j'ai une série de KPI de 20 KPI à follower, à suivre, et donc en affichant le rouge, orange, vert, naturellement, on va aller chasser le rouge en premier, aller vers l'orange et ensuite le vert. Donc ça permet d'être plus efficient dans le traitement sur des lignes de production. C'est beaucoup plus simple
d'afficher, par exemple, dans les tableaux de bord que l'on peut retrouver dans les lignes, dire voilà combien on a produit aujourd'hui, voilà comment on les a produits, voilà nos différents KPI, voilà le temps dans lequel on a produit, combien de rebuts. Au poste, c'est beaucoup plus facile de dire à l'opérateur, voilà quelques images qui te permettent de suivre l'enchaînement de réalisation de ta tâche que de lui dire il faut que tu prennes, je ne sais pas, hein, la culasse, la mettre dans ce sens. Il faudrait que le transport soit fait de cette façon. Ça passe beaucoup plus simple et beaucoup mieux par l'image que par l'écrit. On Ouais, le voit hein, même au quotidien, excuse-moi Fouad, mais on le voit même au quotidien. Quand on a même des présentations, et j'insiste sur le fait que le management visuel, c'est au quotidien. Quand tu affiches une présentation PowerPoint, il est beaucoup plus simple d'y aller avec des images que d'y aller avec un gros texte qu'on n'a pas envie de lire. Enfin, on lit l'image en une seconde beaucoup plus que quand on lit 10 lignes, naturellement. Je suis entièrement d'accord. Je voulais juste rajouter que pour pouvoir comprendre l'importance du management visuel, il faut comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau fonctionne par des associations dans le cadre de ce qu'on appelle la pensée rapide. Donc, on essaie de trouver des schémas d'association, beaucoup plus de réflexion. Le cerveau humain est passif, il n'a pas envie de faire de grosses investigations qui sont consommatrices d'énergie. Donc, si on part sur du visuel, ça facilite tout d'abord la compréhension parce que si vous mettez un graphique pour dire que nous avons une hausse ou une baisse de problème de gaspillage, c'est beaucoup plus que de mettre du texte. Donc, avec un graphique, on a vu l'essentiel. Donc, ça facilite la compréhension, ça facilite aussi la mémorisation. Aujourd'hui, avec le mind map que les gens utilisent, il y a pas mal de gens qui utilisent ces techniques-là pour pouvoir apprendre des choses qui sont difficiles, des textes qui sont lourds. On les rend sous forme d'image, ça facilite un peu la compréhension. Ça facilite aussi, ça empêche les erreurs, comme Leïla l'a dit. Quand vous avez un standard qui définit comment vous devez assembler avec un jeu de couleurs, etc., pour pouvoir ranger des éléments, ça facilite essentiellement les choses et l'esprit, il consomme moins d'énergie, il est dans son mode. Ça facilite la prise de décision, parce que si vous avez compris, si vous avez mémorisé, une rapidité en la prise de décision, ça facilite le passage de l'action. Et le plus important, je crois, c'est quand vous partagez vos éléments, vous embarquez du monde. C'est un outil qui vous permet d'avoir le collectif. Et c'est très important. Et quand on partage, les bénéfices sont essentiellement quand je partage mon problème, je vais gagner du temps parce que mon collègue qui se trouve dans l'autre bureau, dans l'autre atelier, est probablement passé par les mêmes conditions que moi et donc il a déjà la solution, donc je vais gagner du temps. Et puis, quand on partage mes problèmes et celui de mes voisins, on apprend ensemble. Et donc, ça, c'est le principe qui est derrière les OBR. Certainement. merci à vous deux. Peut-être rappeler juste à nos invités qu'ils ont la possibilité de poser des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Moi, j'ai une dernière question. On voit beaucoup d'entreprises ces dernières années se faire certifier ISO, plein de certifications différentes. Est-ce qu'une entreprise peut se faire certifier Lean Management ou Lean Six Sigma? Ouais. Tu fais bien de poser cette question. Je crois que si on a bien compris un peu les explications que Léla et moi vous avons données sur un peu les applications de cette philosophie, on comprend très bien qu'il n'y a pas d'organisme ISO machin qui va venir certifier une entreprise Lean ou pas. Par contre, ce qui existe, ce sont la reconnaissance des compétences des acteurs. Donc, on va certifier les acteurs. On va certifier des collaborateurs avec un certain niveau, avec différents niveaux de certification, allant du white belt jusqu'au black belt ou master black belt, pour dire que les acteurs ont soit une culture générale par rapport à la philosophie ou démarche, soit ce qu'ils ont une autonomie suffisante pour pouvoir déployer seuls ou en accompagnement d'un expert, un projet délimité dans le temps, soit qu'ils ont l'expertise de pouvoir déployer un certain nombre de projets avec une approche statistique, scientifique très avancée, soit qu'ils ont le calibre pour pouvoir eux-mêmes coacher
un certain nombre d'acteurs. Donc, ce sont les différentes certifications qui existent. Mais là, encore une fois, en valorisant l'humain, donc l'effort de reconnaissance, il est davantage pour les acteurs, parce que les acteurs, ils peuvent évoluer d'un processus à un autre. Par contre, si on certifie un processus sur les acteurs, ça n'a pas beaucoup de sens. Je répète, c'est les acteurs qui font la qualité, c'est les acteurs qui font l'excellence, et c'est à eux que l'on doit certifier. Et je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, les certifications que je connais sont dans cette démarche. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si peut-être un complément ou si une question que tu aurais aimé que je te pose avec ta casquette de praticienne. Écoute, je pense que dans le temps qui nous est imparti, on a un peu essayé de dévulgariser ce qu'il y a des fois derrière ces grands mots que l'on retrouve au quotidien. Mais j'insiste sur le fait que c'est une démarche au quotidien qu'il va falloir appliquer, et il faut pas se dire que c'est un manuel d'utilisation qui pourra nous être donné. C'est une adaptation aux situations, c'est une agilité dans l'exécution en se basant sur des outils qui ont été développés pour cela. Donc en gros, c'est une grande boîte qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, et il faut aller chercher les outils qui vont nous permettre, des outils dans cette boîte qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs et les bons niveaux de performance escomptés. Il y a une question pertinente qui vient de remonter. Je vais poser à Fouad. C'est Lean, et ça tombe bien parce qu'on vient d'en parler, c'est Lean versus agilité. Parce que ce sont deux mots qui sont très à la mode en ce moment. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que c'est deux concurrences? Est-ce qu'ils ont les mêmes origines? On dirait peut-être deux mots en une minute. En une minute, ça va être très difficile, mais l'agilité, c'est la capacité de l'entreprise à pouvoir performer dans un environnement que je caractériserais de VUCA, c'est-à-dire variable, incertain, complexe et aléatoire. Ça a été développé essentiellement, alors on diffère sur les origines, mais ce qui est connu, c'est le monde du développement informatique. Mais quand vous regardez un peu les principes, vous allez voir qu'il y a une forte similitude par rapport à ce que fait le Lean, c'est-à-dire que ce soit le Lean ou l'Agile, la préoccupation première, c'est la satisfaction du client par des produits de qualité incrémentale pour pouvoir un peu l'engager dans le processus d'amélioration, centré sur le travail d'équipe, parce que c'est le travail d'équipe qui est important, et donc en s'inscrivant dans une logique d'amélioration continue. Donc, d'un point de vue fondamentaux, valeurs, les deux approches sont similaires. Alors, il y en a une qui est beaucoup plus déployée pour le secteur industriel sur des processus qui sont plus ou moins stabilisés, l'autre qui apporte des éléments de réponse quand on est dans un environnement qui est probablement incertain, aléatoire et qui est appelé à évoluer tout le temps. Mais aujourd'hui, les gens de l'agile utilisent beaucoup les outils du Lean parce qu'on se rend compte que pour pouvoir être agile, il faut au préalable avoir été Lean. Et pour cause, si on reprend un peu les définitions, dans le Lean, on dit qu'il faut moins de gaspillage, variabilité maîtrisée et moins de rigidité. Donc, si vous êtes capable de s'adapter aux clients. Donc voilà, c'est rapidement un peu le lien entre les deux qui peut être. Et Fouad, Leïla, on a été de très bons praticiens du Lean. Zéro gaspillage on a eu 60 minutes et on finit à 60 minutes. On tient nos engagements. Yak. Parfait. Oui, mais c'est toi de mettre du temps. Donc, si toi tu es content, nous aussi. Merci beaucoup, Leïla, de nous avoir avec nous, d'avoir partagé, d'avoir témoigné de l'expérience sur le terrain. Merci à Fouad d'avoir partagé avec nous son expérience aussi, son expertise et les différents concepts. Merci aux personnes qui ont essayé de nous suivre. On est en position à Centrale, à Casablanca, à travers Executive Education, pour vous accompagner si vous avez besoin de nous. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Bah, À très merci. bientôt.